Les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui pourraient s'avérer difficiles à assimiler, et pour certains, elles pourraient même provoquer un véritable choc, car elles remettent en question tout ce que l'on nous a enseigné à l'école. Nous parlons de l'œuvre monumentale d'Urbano Monte, une carte du monde unique dont l'élaboration a commencé en 1544 et ne s'est achevée qu'en 1613. Pendant des siècles, ce document historique est resté dans l'ombre, caché aux yeux du grand public, et n'est devenu accessible pour une étude détaillée qu'en 2019. Une question légitime se pose. Pourquoi ce chef-d'œuvre cartographique n'a-t-il pas été dévoilé plus tôt? La réponse réside dans l'image elle-même, qui contredit totalement notre vision admise du passé. Les continents et les océans dessinés sur ce papier racontent l'histoire d'un monde qui, officiellement, n'aurait pas dû exister il y a seulement 400 ans. L'anomalie la plus frappante apparaît lors de l'étude du pôle Sud. Là où la science moderne dessine du pergélisol et des kilomètres de glace, la carte du début du XVIIe siècle montre une terre luxuriante et pleine de vie. L'Antarctique y est représenté comme étant absolument libre de toute calotte glaciaire. C'est un continent vert, sillonné de rivières au débit abondant, de forêts denses et de larges vallées. La géologie officielle affirme que la glaciation de l'Antarctique s'est produite il y a des millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme. Cependant, le document de 1613 témoigne du contraire. À cette époque, le climat au pôle était chaud et propice à la vie. Et ce n'était pas une terre désertique, le territoire est densément peuplé, et la faune de cette région est stupéfiante par sa diversité et son étrangeté. Parmi les paysages qui nous sont familiers, on peut rencontrer des créatures que nous avons l'habitude de considérer comme de la fiction ou des héros de légendes anciennes. Les anciens cartographes ont consigné avec une précision documentaire la présence d'espèces aujourd'hui considérées comme mythiques. Des licornes pèsent dans les plaines et des créatures ressemblant à des dragons planent dans le ciel. Cela ne ressemble pas à une fiction artistique ou à une allégorie, car elles sont représentées aux côtés d'animaux tout à fait réels. Des lions, des éléphants et des singes, vivant non pas en Afrique, mais précisément sous les latitudes antarctiques. La précision des dessins suggère que l'auteur n'a pas inventé ces images, mais qu'il a fixé ce qui existait réellement dans la nature à cette époque. Une attention particulière est attirée par les scènes démontrant une vie intelligente et l'interaction entre différentes espèces. L'Antarctique nous apparaît comme un centre de civilisation où les humains coexistaient avec des êtres d'un autre ordre. On y voit des scènes de chasse de centaures, des créatures avec un corps de cheval et un torse d'homme, armés d'arcs. Ils ne sont pas montrés comme des divinités, mais comme des habitants ordinaires, cherchant de la nourriture et luttant pour leur survie. On trouve également des images de géants, des hommes d'une taille énorme, vêtus de peau de bête, qui engagent le combat avec des prédateurs locaux. La biosphère de cette époque comprenait également des créatures vraiment effrayantes. On peut trouver des croquis de bataille entre des entités ailées, ressemblant à des gargouilles, et de grands félins. L'ornithologie du passé n'est pas moins étonnante. L'immense oiseau-roc, connu des contes arabes, est ici représenté comme un prédateur réel, capable de soulever un éléphant adulte dans les airs. Cela témoigne d'échelles de la nature vivante totalement différentes, et peut-être d'une gravité ou d'une densité atmosphérique différente. La vie foisonnait non seulement sur Terre, mais aussi dans les eaux côtières. La carte témoigne d'un contact étroit entre les humains et les représentants du monde sous-marin. Les créatures que l'on appelle communément sirènes ont ici une structure anatomique différente. Au lieu de l'habituelle queue de poisson, elles possèdent 2 membres se terminant par des nageoires. De plus, des scènes montrent des humains ordinaires utilisant des habitants marins humanoïdes comme moyen de transport, ce qui indique une symbiose existant entre les races terrestres et aquatiques. Toute cette diversité de formes de vie, des cyclopes armés de massues aux mystérieux hybrides au corps de panthère et à tête de femme, était la réalité de l'Antarctique il y a seulement quelques siècles, avant qu'une catastrophe mondiale ne cache ce monde sous une épaisse couche de glace. Le fait le plus flagrant et impossible du point de vue de la science académique moderne, qui se révèle lors de l'étude de ce document ancien, est l'état climatique de l'hémisphère sud.
Si nous nous tournons vers les atlas géographiques communément admis de notre époque, nous ne trouvons à la place de l'Antarctique qu'une calotte blanche sans vie, symbole habituel du froid éternel et de l'inaptitude absolue à l'existence d'une vie biologique complexe. On nous a enseigné que ce continent est enchaîné par les glaces depuis des dizaines de millions d'années, représentant un désert de glace où seuls les organismes les plus simples survivent sur la côte. Cependant, le témoignage cartographique du début du XVIIe siècle détruit impitoyablement cette image établie du monde, offrant un panorama complètement différent, effrayant par son réalisme. Au lieu des glaciers sans fin, des crêtes de glace et du sol gelé qui nous sont familiers, le chercheur découvre la vue d'un continent florissant et riche en eau. Le pôle Sud n'est pas représenté ici comme le congélateur de la planète, mais comme une oasis gigantesque au climat doux et favorable. Une étude attentive de la topographie révèle un réseau complexe et développé d'artères hydrologiques. De nombreux grands et petits fleuves traversent le territoire dans toutes les directions, nourrissant de vastes vallées fertiles et se jetant dans des eaux océaniques chaudes. Sur les rives de ces rivières sinueuses s'étendent des forêts denses, de larges prairies et des plaines vallonnées couvertes d'une végétation luxuriante. Nulle part, même aux points les plus au sud du continent, proche du pôle géométrique, il n'y a la moindre allusion à une glaciation totale qui, selon la version officielle de l'histoire de la Terre, devrait y régner en maître depuis une éternité. Certaines vastes zones, mises en évidence sur la toile par une teinte rougeâtre saturée, sont particulièrement intrigantes. Dans la tradition cartographique de l'époque, une telle colorimétrie était souvent utilisée pour désigner des zones au climat particulièrement chaud, aride, voire tropical. C'est une preuve directe que le régime de température de l'Antarctique était comparable à celui de l'Afrique équatoriale moderne ou des tropiques de l'Amérique du Sud. Nous voyons une Terre prête à accueillir et à nourrir une quantité colossale d'êtres vivants, une Terre respirant la chaleur et l'abondance naturelle. Une représentation aussi détaillée du paysage, avec un tracé soigné des lits de rivières, des chaînes de montagnes absolument libres de calottes neigeuses et des massifs forestiers, ne peut pas être simplement le fruit de l'imagination d'un artiste qui s'ennuie. À cette époque, la création de cartes exigeait des ressources et des connaissances colossales. Elles étaient établies à des fins pratiques de navigation et de géopolitique, de sorte que dessiner sur parchemin des continents fictifs avec une telle minutie aurait été une perte de temps et d'argent insensée. Cette contradiction criante engendre un conflit fondamental et insoluble entre les dogmes historiques et les faits consignés par des témoins oculaires du passé. Si l'on en croit les manuels scolaires, un gouffre temporel infranchissable de millions d'années sépare l'Homo sapiens de l'Antarctique vert. Mais si l'on se fie à la datation de la carte, dont les travaux ont été achevés en 1613, il s'avère que les changements climatiques catastrophiques se sont produits littéralement hier à l'échelle historique. Cela signifie que le processus de transformation d'un paradis fleuri en un enfer de glace n'a pas pris des époques géologiques, mais peut-être seulement quelques siècles. Nous sommes confrontés à un dilemme extrêmement inconfortable. Soit toute la géochronologie moderne est erronée et la glaciation est un processus très récent, soudain et catastrophique, soit ce document est la plus grande énigme que la science officielle préfère ignorer. L'Antarctique était habité, vert et propice à une vie confortable, à une époque où l'on construisait déjà des villes en pierre et où la culture se développait en Europe. Et ce seul fait est capable de renverser complètement notre compréhension du passé de la planète. La présence d'une végétation dense et de rivières abondantes sur un continent aujourd'hui glacé implique inévitablement l'existence d'un écosystème développé et complexe, capable de soutenir la vie d'un grand nombre d'espèces biologiques. En étudiant la faune immortalisée sur ce document ancien, le chercheur se heurte à une véritable dissonance cognitive. D'un côté, le cartographe représente avec une précision impeccable des animaux qui nous sont bien connus, mais dont la présence en Antarctique semble impossible. Des troupeaux d'éléphants parcourent les plaines vertes, des lions se cachent dans les fourrés, et l'on peut distinguer dans les arbres des créatures ressemblant à des singes. Cela confirme encore une fois la théorie selon laquelle le climat de la région n'était pas simplement chaud, mais tropical, analogue à celui de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud.
L'auteur de la carte savait à quoi ressemblaient ces bêtes et les dessinait d'après nature ou d'après des descriptions fiables de navigateurs, sans commettre d'erreurs anatomiques. Cependant, si l'on laisse glisser le regard un peu plus loin, au-delà des limites du monde animal qui nous est familier, commence alors le plus intéressant et le plus effrayant. À côté de chameaux et de félins prédateurs tout à fait ordinaires, des créatures sont présentes sur la carte qui, dans la conscience moderne, sont solidement ancrées dans le genre de la fantaisie et des contes pour enfants. Nous voyons des animaux que l'on peut identifier comme des licornes. Il est important de noter qu'elles sont représentées sans aucun halo mystique ni lueur sacrée. Ce sont simplement des bêtes à sabots qui paissent dans les prairies, boivent l'eau des rivières et se comportent comme une partie ordinaire de la chaîne alimentaire. Leur anatomie est dessinée avec la même scrupuleuse minutie que l'anatomie du cerf ou du cheval qui les avoisine. Il n'y a aucune différence stylistique indiquant que certains animaux sont réels et d'autres le fruit de l'imagination. Plus loin, nous rencontrons des reptiles qui provoquent la stupéfaction. Ce ne sont ni des crocodiles ni des varans, mais des créatures qu'il est difficile de nommer autrement que dragons. Des lézards ailés, massifs, couverts d'écailles, occupent leur niche dans ce monde perdu. On rencontre aussi d'étranges chimères, des bêtes avec un corps de lion mais une structure de tête complètement différente, rappelant les griffons ou les manticores des bestiaires médiévaux. Les sceptiques ont l'habitude de mettre de telles images sur le compte de l'ignorance des peuples anciens ou du désir d'embellir la carte. Mais la logique suggère autre chose. Pourquoi un cartographe, créant un document de navigation d'importance étatique, mélangerait-il une géographie fiable et des éléphants réels avec de la fiction ? La réponse s'impose d'elle-même et elle effraie par sa simplicité. Au début du XVIIe siècle, ces créatures n'étaient pas un mythe. Elles étaient une réalité aussi objective que le sont pour nous aujourd'hui les loups ou les ours. Dragons, licornes et autres monstres représentaient des espèces endémiques se développant sur un continent isolé. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des contes n'est qu'une mémoire déformée par le temps de la biologie réelle du passé. Selon toute vraisemblance, ces espèces ont été complètement anéanties au cours du même cataclysme qui a enchaîné l'Antarctique dans les glaces. Et seules leurs images et légendes nous sont parvenues, devenant de plus en plus fantastiques à chaque siècle, perdant le lien avec le prototype réel et vivant. La carte de montée est, en substance, le dernier recensement d'un monde que nous avons perdu. La preuve que la zoologie du passé était bien plus diversifiée et dangereuse qu'il n'est admis dans les cercles académiques. L'étude de l'héritage cartographique d'Urbano Monte nous conduit inévitablement à une découverte encore plus stupéfiante, qui concerne non seulement la faune, mais la population intelligente des terres antarctiques de cette époque. Si la présence d'animaux exotiques peut encore être tentée d'être expliquée par la migration ou des espèces éteintes inconnues de la science, la présence sur la carte de créatures possédant des signes d'intelligence et une organisation sociale complexe détruit complètement l'image anthropologique habituelle du monde. Nous passons de la zoologie à une sorte d'ethnographie d'une civilisation perdue, où l'homme était loin d'être le seul couronnement de la création, mais était contraint de partager l'espace vital avec des créatures possédant une force effrayante et des caractéristiques physiologiques différentes. Sur les vastes plaines libres de glace se déroulent des scènes détaillées de la vie quotidienne et de la chasse, dont les principaux protagonistes sont des centaures. Ces créatures, combinant un torse humain et un corps de cheval, ne sont pas représentées comme des symboles héraldiques statiques, mais comme des participants actifs de l'écosystème. Ils sont armés d'arcs, de lances et de boucliers, ce qui indique sans équivoque l'existence chez eux d'une culture de fabrication d'outils et d'armes. La carte immortalise un moment de chasse. Un centaure poursuit une proie, démontrant la tactique et les compétences d'un prédateur expérimenté. Ce n'est pas un mouvement chaotique, mais une action organisée, impliquant la présence d'intelligence. Nous avons devant nous non pas une image mythique des légendes grecques, mais une espèce tout à fait matérielle, occupant sa niche dans la chaîne alimentaire et apparemment dominant certains territoires. D'autres formes de vie, non moins étranges, partageaient le voisinage avec les centaures. Dans les régions montagneuses et sur les côtes de la carte,
on peut identifier des figures correspondant à la description des cyclopes classiques. Des géants avec un seul œil au milieu du front. L'un de ces colosses est représenté avec une massue massive à la main, ce qui témoigne d'un armement primitif mais efficace. À côté de lui, les figures humaines ordinaires semblent minuscules et vulnérables, ce qui permet d'évaluer l'échelle réelle de ces créatures. Cette comparaison visuelle souligne que l'Antarctique était un pays où les paramètres physiques des habitants variaient dans une immense fourchette, et l'homme devait survivre à côté de ceux qui le surpassaient en force de multiples fois. Les scènes de conflits interspécifiques qui documentent la cruelle réalité de ce monde ne sont pas moins impressionnantes. Le cartographe a fixé un combat entre un grand lion et une créature ailée ressemblant à une gargouille ou à une entité démoniaque des traités médiévaux. Cette créature, possédant des ailes puissantes et des griffes, combat d'égal à égal avec le roi des animaux. De tels épisodes témoignent que ces monstres faisaient partie de la réalité biologique, des êtres de chair et de sang qui se battaient pour le territoire, la nourriture et la survie. Ce n'étaient pas des esprits désincarnés, mais ils obéissaient aux mêmes lois de la nature que les autres animaux. Tout cet ensemble d'images forme l'idée d'un écosystème extrêmement complexe, où les frontières entre l'homme et la bête, entre la réalité et ce que nous avons l'habitude de considérer comme un mythe, étaient effacées. Les humains peuplant cette Antarctique vivaient en contact permanent avec ces races. Apparemment, ce que nous percevons aujourd'hui comme des contes et des légendes des peuples du monde sont les échos d'une mémoire historique réelle, d'une époque où l'humanité n'était qu'une des nombreuses espèces intelligentes sur la planète. La carte d'Urbano Monte agit ici comme une chronique impartiale, un document confirmant que notre monde était beaucoup plus densément peuplé et diversifié, jusqu'à ce qu'une force mondiale n'efface ces civilisations de la surface de la Terre. En continuant notre immersion dans les secrets cachés sur la carte d'Urbano Monte, nous nous heurtons à un aspect qui oblige à revoir non seulement la diversité des espèces du passé, mais aussi la physique même de la vie biologique de cette époque. Il s'agit de l'échelle. L'homme moderne s'est habitué à se considérer lui-même et la faune environnante comme l'étalon de taille, où l'éléphant est peut-être la plus grande créature terrestre. Cependant, les documents du début du XVIIe siècle nous montrent un monde de véritables géants, en comparaison desquels les géants du monde animal que nous connaissons ne semblent être que de menus proies. L'Antarctique nous apparaît comme une terre où agissaient des lois de la gravité ou de la pression atmosphérique totalement différentes, permettant à des organismes de taille colossale d'exister. L'une des illustrations les plus impressionnantes et en même temps les plus effrayantes est l'image du légendaire oiseau roc. Dans les contes arabes et les notes de voyageurs comme Marco Polo, il était souvent fait mention de prédateurs à plumes d'une force incroyable. Mais les historiens modernes ont l'habitude de mettre ces récits sur le compte de l'imagination débordante des auteurs. La carte de Monte, cependant, présente cette créature comme un fait zoologique réel. Nous voyons un oiseau gigantesque planant au-dessus du sol. Mais le plus important est ce qui se trouve dans ses serres. Il maintient avec aisance un éléphant adulte, l'emportant dans les airs comme un faucon qui a attrapé une souris des champs. Pour accomplir un tel exploit, l'envergure de ce monstre céleste doit atteindre des dizaines de mètres, et sa masse musculaire dépasser toutes les limites imaginables de la biomécanique moderne. Cette image change complètement la conception de la chaîne alimentaire de cette époque. L'éléphant, que nous considérons comme un géant invulnérable, n'était dans cet écosystème qu'un maillon du régime alimentaire de prédateurs plus grands. Mais le gigantisme ne se limitait pas seulement au monde animal. À côté de la faune fantastique, des figures anthropomorphes dont les proportions provoquent des frissons sont présentes sur la carte. Nous voyons des hommes géants, de véritables titans dont parlent les anciennes traditions de pratiquement tous les peuples du monde, des Néphilim bibliques aux Jotuns scandinaves. Ces colosses sont représentés vêtus de peau, ce qui témoigne de leur mode de vie sauvage, mais leur puissance physique est indéniable. Sur l'une des scènes, un tel géant brandit une énorme massue sur une créature qui est elle-même un monstre. Si l'on compare la taille de cet homme avec les arbres ou les animaux environnants, il devient évident que sa taille pouvait atteindre 4, 5 et peut-être plus de mètres.
La présence de tels géants sur un même territoire, avec des humains ordinaires et des animaux, soulève de nombreuses questions sur le fonctionnement de la biosphère de la Terre il y a seulement 400 ans. Peut-être que la densité de l'air était différente, ou que la composition de l'atmosphère était plus riche en oxygène, ce qui favorisait une telle croissance exubérante des organismes vivants. Ce monde de géants, fixé par le cartographe italien, ressemble à une époque d'épanouissement biologique, un âge d'or de la nature, où la vie n'était pas limitée aux tailles modestes propres à notre ère. Nous, humains modernes habitués à notre monde miniature, regardons ces images comme de la science-fiction. Mais pour les habitants de 1613, c'était une réalité rude et majestueuse. La catastrophe mondiale, qui a transformé le continent florissant en désert de glace, a selon toute vraisemblance détruit précisément cette mégafaune et la race des géants en premier lieu, nous laissant en héritage seulement des formes de vie rapetissées et de vagues souvenirs d'une époque où des titans marchaient sur la terre et où régnaient dans le ciel des oiseaux capables de cacher le soleil de leurs ailes. La vie foisonnante, immortalisée sur la carte d'Urbano Monte, ne se limite pas seulement aux forêts denses et aux plaines du continent vert. Si l'on déplace son attention vers les eaux côtières et les étendues océaniques baignant l'Antarctique, une image s'ouvre devant le chercheur, capable de renverser toutes les conceptions modernes de la biologie marine et de l'histoire de l'interaction de l'homme avec l'élément aquatique. L'hydrosphère de cette époque n'apparaît pas comme un abîme sombre et hostile, mais comme un espace densément peuplé où les frontières entre les civilisations terrestres et sous-marines étaient pratiquement effacées. L'océan était tout autant un foyer pour des êtres intelligents que la Terre, et ce fait est documenté avec une banalité effrayante. La première chose qui saute aux yeux lors de l'étude des habitants de la mer, c'est leur structure anatomique, qui diffère radicalement des images folkloriques qui nous sont familières. Nous avons l'habitude d'imaginer les sirènes et les tritons comme des créatures avec un torse humain et une queue de poisson. Cependant, la carte de 1613 offre une morphologie complètement différente, plus réaliste du point de vue biologique. Les habitants locaux des profondeurs ne sont pas représentés avec une queue unique, mais avec deux membres inférieurs entièrement formés, qui se terminent par de larges et puissantes nageoires. Cela indique que nous n'avons pas devant nous des chimères magiques, mais peut-être une espèce amphibie, capable de se déplacer aussi bien dans la colonne d'eau que probablement de sortir sur les rivages rocheux. Leurs corps ont l'air fonctionnels, adaptés aux manœuvres dans les courants, ce qui confère aux images le statut d'esquisse scientifique et non d'illustration mythique. Le caractère de l'interaction de ces créatures avec les humains est encore plus étonnant. Sur la carte, il n'y a pas de scène d'agression ou de peur propre aux légendes sur les monstres marins. Au contraire, nous voyons des preuves d'une symbiose étonnante. Des moments sont immortalisés où des humains ordinaires, vêtus des habits de l'époque, se trouvent calmement à cheval sur de grands habitants marins, ou utilisent des créatures aquatiques humanoïdes comme guides ou transports. L'un des personnages masculins du peuple de l'eau est représenté indiquant le chemin à un navire qui passe, ce qui témoigne de la présence d'intelligence et de la possibilité de communication entre les marins et les habitants de l'océan. Ce n'est pas un élément sauvage, mais une zone de coopération, où l'homme et l'habitant de la mer pouvaient coexister et s'entraider. Les eaux autour de l'Antarctique sont également remplies d'autres formes de vie bizarres. On peut y discerner des créatures ressemblant à des dragons de mer avec des griffes, des reptiles géants et des hybrides ne se prêtant pas à la classification moderne. Certaines scènes montrent la chasse de ces créatures, d'autres leur nage paisible à côté de voiliers. Tout cela forme l'image d'une planète sur laquelle l'océan n'était pas une barrière de séparation, mais un pont entre les cultures. Nous voyons une époque perdue, où l'humanité n'était pas enfermée exclusivement sur la terre ferme, mais avait accès aux ressources et à l'aide du monde sous-marin. Où a disparu cette civilisation d'amphibiens et de bêtes marines géantes? Probablement que le changement climatique et le gel des pôles ont détruit leur habitat, ou les ont forcés à partir dans des profondeurs telles que le contact avec nous est devenu impossible. L'océan d'aujourd'hui est pour nous un désert mort en comparaison de ce monde bouillonnant de vie qui existait il y a seulement 400 ans. Après avoir étudié tous les détails de ce document stupéfiant, nous nous approchons inévitablement de la partie la plus sombre et la plus inquiétante de notre enquête. Devant nous,
ne se trouve pas simplement une feuille de papier avec des dessins, mais une sorte de nécrologie d'un monde entier, qui était plein de vie, d'énergie et de raison il y a seulement 4 siècles. Nous venions d'observer un continent où bruissaient les forêts, coulaient les rivières, et où des formes de vie complexes, des centaures aux géants, construisaient leur existence. Aujourd'hui, à cet endroit, se trouve seulement un désert de glace silencieux, où toute activité biologique est pratiquement réduite à zéro. Ce contraste entre le passé florissant de 1613 et le présent glacé engendre la question la plus terrible. Que s'est-il donc passé sur notre planète ? Il ne s'agit pas de processus géologiques lents prenant des millions d'années dont on nous rebat les oreilles depuis les chaires universitaires. Si l'on en croit la carte de Monté, la catastrophe s'est produite instantanément à l'échelle historique. En seulement quelques générations, un paradis fleuri s'est transformé en une crypte de glace. Cela est confirmé non seulement par les images de l'Antarctique. Si l'on déplace le regard vers le continent africain de la même carte, on peut remarquer une autre anomalie mondiale. Le célèbre désert du Sahara, qui représente aujourd'hui une mer de sable sans fin, est représenté sur la carte du début du XVIIe siècle comme une contrée florissante, regorgeant de lacs et de rivières. Le désert n'y est désigné que comme une petite parcelle qui, apparemment, commençait seulement à naître. Cela indique que le climat de la Terre entière était totalement différent, humide, chaud et favorable aux formes de vie géantes. L'événement qui a divisé l'histoire en avant et après devait avoir le caractère d'un cataclysme planétaire d'une puissance incroyable. Peut-être s'est-il produit un déplacement soudain des pôles, un changement de l'axe de rotation de la planète, ou un autre événement qui a conduit à ce que l'on appelle une congélation choc. Imaginez l'horreur de cette époque. Les vallées fleuries de l'Antarctique, peuplées de centaures, de cyclopes et de bêtes étranges, ont été en un instant enchaînées par un froid extrême. Toutes ces civilisations, toutes ces espèces biologiques que nous considérons aujourd'hui comme féeriques ne sont pas simplement parties ou éteintes de vieillesse. Elles ont été détruites par les éléments, peut-être en quelques jours ou même quelques heures. La carapace de glace de l'Antarctique, dont l'épaisseur atteint aujourd'hui plusieurs kilomètres, cache très probablement sous elle non pas simplement des roches, mais les ruines conservées de ce monde déchu. Là, dans les profondeurs du pergélisol, gisent les corps des colosses, les restes de dragons et les objets du quotidien d'êtres intelligents qui n'ont pas eu le temps de se sauver. La carte d'Urbano Monté est la seule chose qui reste de cette époque, un témoignage de la fragilité de notre monde habituel. Nous vivons sur une planète capable de changer jusqu'à devenir méconnaissable en un clin d'œil, effaçant de la surface de la Terre des continents entiers et des espèces. L'énigme principale de cette carte ne réside pas dans ce qui y est dessiné, mais dans pourquoi ce monde a disparu si vite et pourquoi l'histoire officielle a préféré l'oublier, transformant les habitants réels du passé en mythes et légendes. La réponse à cette question effraie bien plus que la vue de n'importe quel monstre dessiné par l'ancien cartographe, car elle laisse entendre la nature cyclique de telles catastrophes et le fait que l'humanité n'est peut-être qu'un locataire temporaire de plus sur cette terre imprévisible. L'histoire qu'on nous enseigne pourrait ne s'avérer être qu'un paravent, cachant l'ampleur d'une tragédie survenue tout récemment, et l'Antarctique garde ce silence sous sa glace éternelle.